Bon bah, bienvenue à tous dans cette formation sur les bases du trading et de l'analyse technique. Donc on va parcourir ensemble différents thèmes et on va commencer tout simplement, hop, s'il veut bien, par faire une petite distinction entre l'analyse technique et le trading à proprement parler. Alors l'analyse technique, en fait, tout simplement, ça va être, toute une série de règles, qui vont vous permettre, d'établir des plans, d'établir une carte avec éventuellement, différents, hem, bah, tout simplement différents chemins alternatifs. Donc ça va vraiment être votre, GPS, au niveau de l'actif que vous allez étudier. Donc, bah, voilà, et à un moment donné, si vous rencontrez un bouchon, bah, vous prenez une déviation, vous changez de route. Et bien sur les marchés financiers, c'est un peu pareil. Si le marché ne valide pas la trajectoire que vous aviez anticipée dans votre plan principal, eh bien, vous avez votre, route alternative que vous avez définie, suivant les règles de l'analyse technique. Et c'est seulement une fois que vous avez établi, votre plan, de trading, que vous allez pouvoir mettre en place, différents, systèmes, ou différentes conditions, qui vont vous permettre de rentrer sur le marché. Donc soit, acheter l'actif ou vendre l'actif. Donc on dit souvent qu'il faut, faire la distinction entre analyse technique et trader et c'est complètement vrai. Un très bon analyste technique, pourra ne pas savoir trader du tout. Parce qu'il va, pouvoir déterminer, la route dans laquelle le marché va aller, mais il va pas savoir où rentrer, quand rentrer et pas forcément, très bien gérer son trade, ne pas savoir, heu, gérer son stop loss, gérer ses profits, ce genre de choses. Alors qu'il a les bonnes analyses et généralement on commence par ce stade-là. C'est-à-dire qu'on apprend à faire des analyses techniques et puis on essaye de trader avec et on se rend compte que, beh, ça marche pas et bien souvent quand on débute, on se dit: «Ah punaise, je me suis fait stopper mon trade et finalement le marché il est quand même parti dans ma direction et il est allé chercher les niveaux que j'avais voulu». Et ben voilà, c'est ça, la différence qui est importante et c'est ça qu'on va essayer de, mettre en application. Non seulement c'est apprendre les bases pour faire, des analyses qui, je l'espère, seront correctes, puisque bien entendu, on peut faire des analyses qui ne sont pas correctes. On peut se tromper, comme tout le monde et surtout, on va apprendre à, trader, ces analyses, voir les bases pour pouvoir entrer en position sur ces différentes analyses. Ensuite, petite distinction rapide entre, les 2 types de, graphiques que j'utilise personnellement. Donc vous avez les graphiques en CFD. Donc CFD, ce sont des contrats pour la différence, qui sont, appliqués. Par exemple, si vous avez le CFD sur le Dow Jones, eh bien c'est simple, on prend, l'indice, officiel du Dow Jones, cash et on recopie, cette cotation et quand, on est dans des horaires qui ne sont pas des horaires d'ouverture des graphiques cash, et bien tout simplement vous avez des transactions qui sont uniquement hors marché, qui font, varier les prix. Donc c'est ça la différence entre les 2. Et c'est important, pourquoi? Parce que, bah, voilà, vous allez avoir des flux qui vont être différents entre les horaires d'ouverture des indices. Donc si je prends le cas du Dow Jones par exemple, à l'heure de, Paris-Bruxelles, les heures officielles d'ouverture, du Dow Jones, c'est 15h30, 22h. Quand vous allez travailler les graphiques CFD, bon, il va ouvrir depuis, je sais pas, je vais dire, 00:01 jusque, 23h30. Mais donc vous allez avoir des périodes durant lesquelles, eh bien, le flux sera moins important et il sera bien souvent beaucoup plus important durant les, heures d'ouverture des, marchés. C'est comme le DAX par exemple, voilà, il ouvre, à 9h et clôture à 17h30. Généralement après 17h30, s'il y a pas beaucoup d'actions, sur les marchés américains, bon, bah, c'est plat quoi, il se passe pas énormément de choses, et pareil avant. Enfin moi après je suis plus Dow Jones parce que justement je trouve que ça bouge plus, et je suis moins DAX parce que je le trouve assez lourd, comme indice. Voilà par exemple, j'ai du mal à trader le DAX parce que pour moi il est trop lent.
Après, il faut que, avec votre expérience, vous trouviez aussi les actifs qui vous correspondent. Ça, c'est important aussi dans le trading. C'est important de faire la différence entre les graphiques cash et les graphiques CFD parce que sur les graphiques cash, donc s'il y a des personnes qui vont maintenant trader les actions plutôt que les devises ou les indices, et bien sur les actions, vous allez avoir sur les indices cash aussi, hein, vous allez avoir la notion de gap qui va être très importante. Vous l'avez plus rarement sur les CFD, vous pouvez l'avoir par exemple en ouverture le lundi, puisque il y a eu le week-end entre deux, vous allez pouvoir avoir des gaps. Et vous allez pouvoir l'avoir par exemple aussi entre la coupure nocturne sur les CFD ou quand il y a vraiment un gros mouvement impulsif où tout d'un coup il y a ce qu'on appelle un trou de cotation. C'est comme ici, ben voilà, vous avez vu, il n'y a pas de chandelier ici entre deux, vous n'avez pas de graphique qui est actif tout simplement parce que la demande sur le marché, ici, eh bien, il n'y en avait pas. Et donc on est allé chercher la première demande disponible et elle était, je sais pas moi, 100 $ plus haut. Et donc vous avez un trou dans lequel il n'y a eu aucun échange sur le marché. Alors c'est ça un gap. Un gap, c'est un trou de cotation, c'est une certaine distance entre deux chandeliers consécutifs durant lesquels eh bien, il n'y a pas eu d'échange au niveau du marché. Alors c'est important pourquoi? Parce que dans les figures des chandeliers japonais qu'on va parcourir ensemble, la notion de gap a un impact sur certaines figures. Donc je voulais vous en toucher un mot assez bref ici parce qu'il y aura un chapitre dédié vraiment au gap et à leur signification en fonction de leur position. Jusque là ça va? Pas de questions? Je suppose que pour la plupart des participants, ce sont des choses qui sont connues. Alors on va commencer les chandeliers japonais. Alors voici à quoi ressemble un chandelier japonais baissier et voici à quoi ressemble un chandelier japonais haussier. Alors pour construire un chandelier japonais, il faut 4 informations. Il faut l'ouverture. Ah. Non. Hop. Il s'est mis à jour. Ça se met à jour chez tout le monde. Sinon, si vous voyez que ça bloque, peut-être vous déconnecter, vous reconnecter au vocal. Alors, donc je reprends alors, donc vous avez ici le chandelier baissier, donc il faut 4 informations pour construire un chandelier japonais. Vous avez ici le niveau d'ouverture de l'actif. Prenons par exemple que ce chandelier représente une journée complète de cotation. Donc ça va être la base pour vous expliquer. Donc ça représente une journée. Donc on a eu l'actif qui a ouvert à un certain prix. Voilà la première donnée. Il a fluctué pendant la journée et il a fait hop, un plus haut, ce qui constitue ici le point haut de ce qu'on va appeler la mèche haute du chandelier. Il va faire une fluctuation baissière et va aller faire ici un plus bas au niveau des prix. Donc ça c'est la troisième information, c'est le plus bas de la journée. Et puis il va remonter en fin de journée et va nous faire un niveau de clôture. Ce sont les 4 informations qu'on a besoin pour construire un chandelier japonais. Une ouverture, une clôture, un plus bas et un plus haut. Ce qui est compris entre le niveau d'ouverture et le niveau de fermeture, c'est ce qu'on va appeler le corps du chandelier. Et donc, si la fermeture se fait en dessous de l'ouverture, c'est un chandelier baissier et on va généralement de manière commune le retrouver en couleur rouge ou en couleur blanche, si je ne me trompe pas. Je vais juste aller voir ça. Ah bah non, il est aussi en noir et blanc, en rouge. J'ai pas envie de me tromper, j'utilise jamais en noir et blanc. Donc haussier c'est blanc et baissier c'est noir. Ok. Donc s'il est baissier, il est soit rouge, soit noir.
et si il est haussier, c'est-à-dire si le cours de fermeture se situe au-dessus du cours d'ouverture, il va être vert ou blanc. Alors le chandelier va représenter la variation de prix de l'actif. Et un chandelier peut avoir différentes unités de temps. Donc vous allez pouvoir avoir un chandelier qui va représenter la variation des prix de l'actif pendant un mois complet, pendant une semaine, pendant un jour, pendant une minute, ou même suivant un certain nombre d'échanges. C'est ce qu'on appelle les ticks. Donc par exemple, moi j'ai l'habitude de travailler sur le Dow Jones en 100 ticks. Donc ça veut dire que chaque chandelier japonais qui apparaît sur mes graphiques représente 100 échanges sur le marché. Ouais, voilà, donc après, et ce qu'on retrouve ici au-dessus et en dessous, ce sont les mèches. Donc c'est la distance entre les cours d'ouverture et de fermeture et les extrêmes, donc c'est-à-dire soit les plus hauts ou les plus bas. Donc voilà pour la construction d'un chandelier japonais. Des questions? Pas de questions? Ah, c'est dommage. Mais oui, toutes les plateformes le proposent pas. Par exemple, MetaTrader 4 le propose pas non plus. Après MetaTrader 5, j'ai jamais testé, donc je sais pas s'ils l'ont ou pas. Chez la plateforme interne AIG par exemple, ils l'ont. Le Pro Real Time, ils l'ont aussi. Et je peux pas dire que ça correspond à l'unité de temps une minute parce que c'est pas vrai. Parce que vous avez vraiment la définition ici et la différence. Après, en fonction de la volatilité, donc c'est-à-dire de la nervosité du marché, vous pourrez éventuellement avoir le 1 minute qui se rapproche du centique ou parfois du 5 centiques, ça dépend. Mais généralement, les traders qui n'ont pas l'occasion d'utiliser le centike travaillent sur le 1 minute parce que c'est plus c'est l'unité de temps la plus courte en fait disponible. Ok. Je devrais couper mes écrans parce que je suis attiré par les, les mouvements de marché. Une chose qui est très importante au niveau des chandeliers japonais, ça va être leur taille. On va regarder la taille du corps et la taille des mèches des chandeliers japonais et avec cette différence, ils vont avoir une appellation différente et une signification différente. Alors quand on parle de la taille d'un chandelier, c'est relatif au chandelier qui le précède. Donc par exemple, sur celui-ci, vous voyez que c'est un grand chandelier, mais par rapport à celui-là, ils ont la même taille. Donc ce sont des chandeliers identiques. On ne peut pas dire qu'il y a un grand chandelier ou un long chandelier. Par contre, si on regarde ce chandelier-là par rapport aux 4 chandeliers précédents, eh bien là vous avez une différence qui se marque. Et donc ça c'est une signification importante au niveau de l'implication du marché. Ici ça veut dire tout simplement, et on va le voir, que vous avez des petits chandeliers avec des longues mèches, donc ça ce sont des chandeliers d'hésitation, on temporise, on se cherche un peu sur le marché, tout simplement parce que eh bien, on a atteint une zone technique qui fait qu'on a besoin de se stabiliser avant de continuer dans le sens de la tendance précédente, ou tout simplement c'est un niveau technique qui va être recherché par eh bien, tout simplement ici les acheteurs qui vont essayer de construire une base pour pouvoir relancer la hausse et donc venir contrer les ventes qu'il y a eu précédemment. Donc ici, bon, c'est l'inverse, on a temporisé sur le niveau avant de casser tous ces points bas qui ont été effectués par ces mèches pour relancer en partie tout simplement la tendance. Donc quand on va avoir des corps relativement longs et dépourvus de mèches, ça va noter une force dans la décision qui est prise par le marché. Donc dans ce cas-ci, ça va être les vendeurs qui vont être en action et qui ont la main sur le marché. Et donc vous voyez ici, bon, celui-ci par exemple, il est plus court que celui-là, mais par rapport au chandelier qui te précède, vous voyez les corps de ces chandeliers-là, eh bien ces corps-là sont petits. Vous avez une hésitation à nouveau, on stabilise, et puis derrière, boum, on envoie un gros chandelier.
Bon, dans ce cas-ci, il n'est pas suffisamment imposant que pour aller rechercher et breaker, par exemple, enfin, pardon, casser les différents points hauts qui ont été formés par ces mèches ici. Justement, bah, ça bloque et puis derrière ça repart et ce sont les chandeliers baissiers qui reprennent une force beaucoup plus grande, donc une taille beaucoup plus imposante. Donc dans toutes les figures que l'on va voir après, cette notion de taille de chandelier relative est relativement importante. Alors ici, je voulais tout simplement vous montrer, voilà, ici une période où vous avez une phase d'hésitation. Donc ce que vous verrez plus tard quand on va parler des structures de prix, voilà, ça c'est ce qu'on appelle par exemple un range. Donc vous allez avoir un point haut, un point bas et vous allez avoir les prix qui vont fluctuer dedans jusqu'au moment où on va avoir une impulsion. Vous voyez ici la naissance de ces chandeliers avec des corps relativement grands par rapport aux précédents. Et bien là on entame une relance ici de la hausse et vous avez les chandeliers haussiers qui deviennent de plus en plus grands et qui montrent la force dans la tendance qui est construite ici par les acheteurs. Alors, le premier chandelier dont on va parler, c'est le Marubozu. Alors, ce sont les termes japonais. Donc, un Marubozu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un grand chandelier, un long chandelier, qui est dépourvu de mèches, ou alors avec de toutes petites mèches. Donc, soit une mèche haute, et donc on appelle ça un Marubozu d'ouverture, soit une petite mèche basse, et enfin du côté de la clôture, pardon, et vous avez un Marubozu de clôture. Alors ce sont des chandeliers qui sont importants parce que comme expliqué juste avant, ben forcément ils sont pleins, il n'y a pas d'hésitation dedans, ils sont longs, donc ça montre une conviction, une force du marché. Le contraire, ou plutôt l'opposé au Marubozu, eh bien ce sont ce qu'on va appeler les toupies. Alors les toupies ou doji, alors ça ce sont des chandeliers d'hésitation. Alors pourquoi est-ce que ce sont des chandeliers d'hésitation? Tout simplement parce que la psychologie qui se cache derrière, elle est relativement simple et aisée à comprendre, tout comme la psychologie d'un Marubozu. Bah, vous voyez ici on a ouvert en bas, on a fait que monter, 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 monter et on a clôturé en haut. Il n'y a pas de question à se poser, pas d'hésitation, on monte. Et d'ailleurs, quand ça se passe sans mèche comme ça, on appelle ça une ouverture en extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de velléité baissière ou de pression baissière qui ont fait que on a hésité un petit peu au départ, on a raté le démarrage, hop, non. Aucune hésitation, ouverture en extrême. Et pareil, en fin de chandelier, il n'y a pas eu de pression vendeuse. Donc on n'a pas eu de petite mèche haute, rien du tout. C'est ce qu'on appelle une clôture en extrême. Ça, j'avais oublié d'en parler. Eh bien, les toupies, c'est l'inverse. Si vous regardez ce qui va se passer à l'intérieur de ce chandelier, donc si par exemple c'est un chandelier horaire, donc ça veut dire que le chandelier qui est ici représente 1 heure de cotation, vous descendez sur une unité de temps plus petite, le 5 minutes par exemple, et bien vous allez voir que le chandelier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert ici, il a ouvert ici, et puis tout d'un coup il s'est mis à baisser. Les prix se sont mis à baisser, puis les prix se sont mis à monter, à osciller, puis ils sont montés, ils ont fait un plus haut, puis ils ont réhésité, et puis hop, ils sont redescendus et on est venu clôturer dans une zone qui est relativement proche de l'ouverture. C'est-à-dire que ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont réussi à se mettre d'accord et à laisser l'un ou l'autre gagner, c'est-à-dire que le marché, tout simplement, il a hésité. Les forces sont équilibrées. Et que ce soit à la hausse ou à la baisse, la signification est exactement la même. On pourrait ne pas mettre de couleur ici. D'ailleurs, pour information, il y a certaines personnes qui travaillent les chandeliers japonais sans couleur, c'est-à-dire ils travaillent uniquement par rapport à la forme des corps des chandeliers et des mèches.
Donc il distingue ni les chandeliers haussiers ni les chandeliers baissiers. Ils sont tout gris. C'est la première fois que j'ai vu ça, j'ai été épaté, mais ils font du ils font du price action vraiment pur, basé sur les chandeliers de cette façon. Alors, une petite remarque sur les mèches et sur le corps par rapport au toupie. Au plus le corps est petit et au plus les mèches seront longues, au plus l'hésitation sera importante. Et ça donne lieu à certaines formes de figures, par exemple en chandelier japonais qu'on va voir tout simplement juste après. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux types de chandeliers de base qui vont définir toutes les structures après ou pas? Non? Ça va, ok. Alors dans les toupies, vous avez plusieurs formes. On va commencer ici par les marteaux et les pendus. Donc un marteau, c'est quoi? Eh bien, peu importe à nouveau la couleur du corps du chandelier qui est ici, c'est un chandelier durant lequel vous avez eu une ouverture, puis vous avez eu une forte baisse, et puis derrière, boum, on a contré toute cette baisse et on est revenu acheter tout ça et arriver, soit si c'est un corps rouge ici et que l'ouverture se fait là, eh bien on a presque rallié les niveaux d'ouverture, et par contre, si l'ouverture était ici, on l'a dépassé et le chandelier est vert. Et le pendu, donc le marteau, lui va se situer dans un creux de marché. Donc vous allez avoir ici une pression baissière, puis tout d'un coup vous allez avoir un niveau où les acheteurs vont se réveiller et vont faire une contre-attaque, et ils vont faire ici un chandelier d'hésitation. Alors c'est pas pour autant que le marché va forcément se retourner et partir à la hausse à toute blinde. Non, ça veut tout simplement dire qu'on a rencontré ici une base acheteuse sur un certain niveau et que ils ont un certain poids, une certaine force, et vont mettre le marché en pause, en hésitation. Et donc, soit après ce type de chandelier, vous allez avoir une petite fluctuation ici qui va corriger un peu, et puis derrière, boum, les vendeurs vont reprendre le contrôle et continuer. Donc c'était un marteau qui donnait une pause, ou soit tout simplement il sera à l'initiative d'un rebond d'une durée plus ou moins longue en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous travaillez. Et le pendu, c'est exactement le même chandelier mais sur un sommet de marché, donc soit un sommet temporaire ou un sommet de marché important. Donc à nouveau, soit il va vous donner une période d'hésitation ou une faible correction, soit il va vous donner le top départ d'une grosse consolidation. Tout ça, ça signifie en fait que on va avoir une perte de puissance de la tendance en cours. Donc qu'elle soit baissière ou haussière, ça note vraiment un ralentissement, une perte de momentum au niveau de la tendance précédente. Et donc, si vous étiez en position, si je mets un peu de trading là-dedans, si vous étiez en position et que c'est un chandelier d'une certaine importance en termes d'unité de temps ou qui est sur un niveau important, ça doit vous alerter. Et vous devez vous dire à ce moment-là, il faut que je fasse attention, c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices ou de me mettre un stop qui sera en dessous de mon point d'entrée, de sorte à ce que si ça remonte, je sois stoppé en très léger gain et pas en perte. Et ainsi de suite. Ou soit, si ça se passe sur le niveau que vous aviez décidé, c'est clairement le signe qui dit, bon voilà, ok, vous pouvez prendre vos TP, votre job est terminé. Et vous engrangez vos bénéfices. Et à contrario, ce genre de chandelier doit aussi vous permettre de gérer votre trade si votre trade se passe mal. C'est-à-dire que si vous aviez acheté quelque part ici en haut, puis tout à coup le marché invalide un peu votre point d'entrée, vous partez dans ce qu'on appelle un drawdown, donc c'est-à-dire une position qui est en perte.
Si votre stop de protection est un peu plus bas ici, eh bien, si vous voyez apparaître ce type de chandelier, vous avez le droit de vous dire: «Ah, attention, j'ai peut-être une chance que le marché change de psychologie avant de toucher mon stop et se mette à remonter». Ça, c'est un signe qui peut vous dire: «OK, mon stop est peut-être tout juste ici en dessous, j'ai atteint un niveau qui semble réagir, je dois peut-être laisser un peu de mou», on va dire, ou un peu de chance à mon trade, de prendre forme. Je suis arrivé trop tôt sur le marché. Et dans ce cas-là, eh bien vous réagissez en fonction de, les prix remontent, mais là vous avez un money management qui vous dit: «Bon OK, il marque un certain niveau, mon stop qui était là-bas, je le remonte ici parce que je sais que ce niveau-là, si on le casse à la baisse, eh bien tout simplement, ça invalide complètement mon entrée, qui se trouvait ici en haut». Donc les chandeliers japonais, mine de rien, ils ont l'air, anodins comme ça, simplistes, mais ils donnent des informations qui sont relativement importantes et qu'il faut savoir, mettre en pratique ou en lumière, pendant que vous êtes en train de trader. Donc ils vont vous permettre également de faire des plans, de faire une analyse technique sur base des figures, mais les chandeliers ou les figures vont vous permettre, enfin ils vont vous donner une indication sur la psychologie du marché. Donc ils vont vous permettre également de, trader, de gérer vos trades. Et donc c'est là où il faut, pouvoir les appréhender d'une façon différente. Il faut changer de casquette entre, la façon de voir les chandeliers japonais en tant qu'analyste et en tant que trader. Ça c'est très important à acquérir. Des questions sur les marteaux épandus? Non? OK. Hop là. Vous avez les marteaux inversés. Les marteaux inversés, bah, tout simplement, vous prenez la figure qu'on a vue tout à l'heure et vous la mettez à l'envers et vous avez le corps qui est en bas ici dans un creux et vous avez le, corps qui est en bas ici sur le, sommet et donc bah, ils ont le même type de signification en fait, tout simplement. Donc je ne vais pas, refaire toute l'explication, donc vous savez que c'est une «variante» entre guillemets, qui vous donne exactement les mêmes informations. Vous avez une mèche haute, bah, tout simplement ça veut dire qu'on a essayé de continuer la tendance, ici acheteuse, et derrière les vendeurs ont atteint un niveau et ont mis une pulsion ici. Et puis bon bah voilà, ça va noter une pause ou une accélération baissière. Vous avez les doji. Alors les doji, les purs doji, ce sont, les chandeliers sur lesquels vous avez le niveau d'ouverture et le niveau de clôture qui sont identiques ou, dans un range très court. C'est-à-dire vous pouvez avoir un tout petit corps et ça, d'autant plus que vous avez des mèches qui sont grandes. Donc ici vous avez différents noms, de doji, donc là bon voilà, doji en croix, haute, en croix centrale, ou porteur d'eau, croix inversée. Ici vous avez le doji pierre tombale. D'ailleurs, bah, il y en avait un, je m'étais dit que je vous le montrerai. Où est-ce que c'est? Ah, il m'a enlevé mon truc. Ah bon. C'était où? C'était sur le graphique que je vous ai ajouté tout à l'heure. Hop. En voilà un. Vous voyez ici le doji pierre tombale qu'il y a eu en horaire sur le graphique cash. C'était, je sais plus quand, c'était hier ou non, hier c'est pas possible puisqu'on est lundi. C'était vendredi, je crois, à l'ouverture. Voilà, ouverture horaire du Dow Jones, doji en pierre tombale. Vous aviez eu un gap et derrière vous avez un Marubozu qui avale tous ces petits chandeliers d'hésitation. Rien qu'avec ça, et le fait que bon bah voilà, on était sur le haut d'un biseau ascendant, une figure chartiste, rien qu'avec ces informations-là, eh bien un trader a la possibilité d'entrer en position. S'il est très sécure, il va rentrer en position à la clôture ici du chandelier horaire, mettre son stop ici en haut et aller rechercher bah, tout simplement dans un premier temps cette zone de mèche ici, puis des niveaux de gap et ainsi de suite.
Mais vous voyez, rien qu'avec ce type d'information, vous avez déjà la possibilité de travailler. Mais bien entendu, les chandeliers de japonais ne s'utilisent jamais seuls. C'est-à-dire qu'on va les combiner avec tout ce qu'on va voir après, c'est-à-dire avec les figures chartistes, avec les niveaux de support, de résistance, avec les canaux, les lignes de tendance, pour avoir une confluence d'informations au niveau technique qui vont pouvoir tout simplement mettre les probabilités dans le sens du trade sur lequel on veut entrer. Donc maintenant, je suppose que vous commencez aussi un peu à comprendre, je parle pour les tout nouveaux, les personnes qui débutent dans le trading, que ce genre de chandelier, c'est purement de l'hésitation. Ce sont des chandeliers qui doivent vous alerter, mais à un plus haut point. Surtout quand ils ont lieu sur des niveaux importants ou dans des structures de prix sur lesquelles vous attendez justement une réaction. Tout simplement petit graphique pour vous montrer un peu. Donc voilà, ici vous avez des chandeliers maintenant, d'hésitation, sont des toupies. Hein, vous avez un corps qui est ici, et puis derrière, boum, vous avez une inversion de tendance. Donc on a construit une base, derrière, on a créé une impulsion. L'impulsion était forte, derrière, voilà, le marché a besoin de respirer, il fait une pause, et puis on n'arrive pas à maintenir la pression haussière. Ce sont les vendeurs qui reprennent la main ici et qui ramènent les prix sur des niveaux comparables à ceux-là ou légèrement plus bas. Ici vous avez un Marubozu ou une variante, puisque vous avez les mèches qui sont relativement courtes, et derrière vous avez ici un doji. Moi j'aime bien surveiller ce genre de configuration parce que très souvent quand ça arrive sur des niveaux importants, ça vous amène directement derrière une impulsion relativement intéressante à travailler. Je dirais 7 fois sur 10 facilement. Et ça dépend des actifs. Après, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez travailler les actifs, si vous prenez le temps d'observer ça, et donc si vous prenez le temps de manger du graphique, comme on dit dans le métier, vous allez voir que certains actifs vont vous proposer plus souvent certaines figures que d'autres. Et vous allez pouvoir les détecter à force de les observer. Et donc vous allez avoir des, je sais pas, moi je prends par exemple la paire GBP USD. Prenons que vous avez observé que tout simplement très souvent quand vous avez un gros chandelier sur le GBP USD suivi d'un doji, vous allez pouvoir voir que 7 fois sur 10 derrière, on a une réaction qui va au minimum rechercher X% de la baisse précédente. Ça fait partie aussi de votre job d'analyste qui va vous permettre de détecter les figures chartistes ou les signes que vous donne le marché et qui vont vous permettre de trader. Parce que si vous avez l'habitude d'observer cette figure, par exemple sur le GBP USD, donc c'est-à-dire un gros chandelier suivi d'un doji, que vous savez que derrière ça, 7 fois sur 10, ça repart à la hausse, clairement, ici, vous savez que statistiquement, vous avez la possibilité de prendre le risque d'acheter à l'ouverture du chandelier suivant et de mettre votre stop juste ici en dessous, parce que vous savez que vous allez reprendre 2 à 3 fois le stop, et ça 7 fois sur 10. Donc ça fait partie des choses que vous devez travailler tous les jours. Et c'est ce qui va vous permettre de devenir un trader, peut-être un peu plus agressif au fil du temps. C'est-à-dire que généralement on va attendre dans cette figure-ci la validation, c'est-à-dire qu'on attendra un gros chandelier vert comme celui-là qui va venir casser les plus hauts ici du chandelier d'hésitation, et vous vous retrouvez là. Donc voilà, ça c'est ce que font les traders qui sont, on va dire, prudents. Ce qui fait que tout simplement ils ont un stop beaucoup plus long, parce qu'ils vont venir le placer ici en dessous. Donc vous avez perdu déjà l'équivalent de votre stop. Si vous étiez rentré ici, vous avez déjà fait une fois le chemin de votre stop.
Et donc ici, vous avez déjà, vous, la possibilité, si vous êtes un peu plus agressif, que vous avez observé cette figure, et bien tout simplement d'avoir déjà pris peut-être des bénéfices pour avoir soit subventionné votre stop que vous maintenez ici, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une petite correction qui va venir rechercher des prix un peu plus bas et qui vous prendrait votre niveau d'entrée. Et qui ensuite vont partir avec un gros chandelier comme celui-là. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous mettre à BE, mais dans certains cas de figure, quand le retracement sera trop... pardon, BE, c'est les diminutifs de break even, c'est-à-dire que vous mettez votre stop juste au-dessus de votre niveau d'entrée. 2 points, 3 points. Bon, après, ça dépend de l'actif, mais juste pour éviter ce qu'on appelle... si vous ne travaillez pas avec des stops garantis, après tous les brokers ne travaillent pas avec des stops garantis. Un stop garanti, c'est quoi? C'est vous mettez, je sais pas moi, un stop sur le Dow Jones à 30 000 points. Si par exemple il y a un gap d'ouverture et que le marché ouvre à 30 100 points, vous serez exécuté à 30 000 points. Ça, c'est ce qu'on appelle théoriquement un stop garanti, c'est-à-dire vous mettez un prix, ils vous garantissent ce prix-là, mais vous payez ce service. Donc vous avez des frais. Par contre, quand vous ne mettez pas de stop garanti, si vous avez une forte impulsion et que tout simplement le marché ne vous exécute pas au prix que vous avez mis votre stop, donc au lieu de vous exécuter à 30 000, il vous exécute à 30 020, eh bien vous avez perdu 20 points. C'est ce qu'on appelle du slippage dans le jargon. C'est-à-dire que le broker était trop lent à vous exécuter parce que les cotations ont été trop vite. Il n'y a pas eu suffisamment d'échanges. Voilà. Vous n'avez pas pu être exécuté. Et c'est pour ça que, bon, dans la grande majorité des cas, voilà, le slippage n'est pas censé être trop important. Donc maintenant, il faut quand même que vous restiez prudent avec les CFD, donc les contrats pour la différence. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une news, et la news va faire varier le marché de manière très très forte, et vous pouvez perdre quand même pas mal d'argent. Donc il faut toujours rester prudent. Et c'est pas mettre 2-3 points au-dessus de son stop qui va vous protéger de ce genre de phénomène. Ça arrive de temps en temps. On va dire une fois tous les 10 ans peut-être. Non, une fois tous les 10 ans, c'est peut-être pas assez. Après, ça dépend quels actifs vous tradez. Mais bon, si vous tradez des paires de devises, on va dire, principales et pas exotiques, ou des indices ou ce genre de choses, ça arrive quand même assez rarement. Donc, juste quelques points de protection, ça vous permet d'éviter ce genre de problèmes ou de petites pertes, on va dire, récurrentes. Donc ici, par exemple, donc, hop, on a fait le gros chandelier, on a essayé d'inverser la tendance, puis derrière on a repris son souffle, et puis ensuite boum, on a fait le gros chandelier. Tout ça, ça doit vous donner des informations quand vous tradez. Pourquoi? Parce que vous avez pris position ici, vous dites ah ça hésite, est-ce que je dois sortir, je dois pas sortir, qu'est-ce que je dois faire de mon trade, je sais pas trop. Ici il vous laisse plus aucune hésitation. Il vous dit non non, moi j'ai décidé d'aller en haut, c'est bon, reste dedans, t'es tranquille, t'es protégé. Éventuellement si j'atteins une zone pour prendre des bénéfices, je prends encore des bénéfices. Si je travaille de façon par exemple à mettre un stop traînant, donc c'est-à-dire remonter petit à petit mon stop de protection de plus en plus haut en fonction que la tendance va s'installer, voilà, ce sont tous des signes que le marché va vous donner pour pouvoir appliquer votre money management ou votre trading. Donc là, on n'est plus dans l'analyse technique à proprement parler, on est dans le trading. Voilà d'autres exemples, hein. Vous avez ici une forte impulsion, puis on s'approche de ces niveaux-là, on commence à hésiter, puis hop, voilà, phase d'hésitation, boum, on repart. Gros chandelier, phase d'hésitation, on invalide. Et donc voilà, vous avez compris un peu la mécanique de base par rapport aux chandeliers, à leur taille et à la longueur de leur mèche et de leur position les uns par rapport aux autres à ce niveau-là. Bon, c'est une vidéo déjà de 40 minutes. Est-ce que vous êtes encore chaud pour continuer, ou est-ce que vous voulez que on
je vous laisse le temps de digérer tout ça et qu'on reprend un autre jour de la semaine les structures de temporisation et de retournement, ou est-ce que vous voulez qu'on les commence? Ok, bah il y a Lee quand même qui aimerait bien digérer. Donc bah, je pense que pour les nouveaux, c'est peut-être intéressant de s'arrêter là peut-être pour aujourd'hui, parce que c'est déjà pas mal d'informations, c'est 40 minutes. Après, bon, je verrai si je peux reprendre demain ou plutôt mercredi. Je vais essayer de faire au minimum 2 séances par semaine, voire 3, pour laisser le temps justement d'intégrer aussi un peu toutes ces informations, et pour me laisser le temps aussi de préparer la suite. Donc voilà, bah, si jamais vous avez des questions sur ce qu'on a vu, faut pas hésiter, vous pouvez les poser maintenant, vous pouvez les poser ici dans le Discord ou dans le canal Telegram, comme ça tout le monde en profite. On peut en discuter. Et de toute façon ici je mets la vidéo ici directement sur la chaîne YouTube, comme ça elle est disponible immédiatement pour ceux qui ont envie de bah, tout simplement la revisionner à leur aise. Ah bah, je vous remercie d'avoir suivi cette première session. Ceux qui sont encore motivés, bon maintenant moi perso je vais attaquer les débriefings de la journée de mes systèmes. Donc bon après si ça vous intéresse, ceux qui veulent peuvent le suivre. Sinon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et bah, on se voit soit demain, soit mercredi. Je dirais quoi dans le canal. Comment? Oui, ça va. Bon, on va essayer de fixer lundi, mercredi, vendredi, comme ça c'est fixe. Voilà.